Bienvenue dans cette série 8 moments de ma vie qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Mon rapport aux vêtements, à la mode, à mon corps, à ma confiance et au regard des autres. J'avais envie de commencer par cette série parce qu'en fait, en tant qu'adulte, j'ai enfin compris quelque chose. Notre manière de nous habiller, de nous sentir belle, légitime, à l'aise, mal à l'aise, en fait, ça commence pas à 25-30 ans, ça commence dès l'enfance. Que ce soit dans les remarques, dans les moqueries, les codes sociaux, les groupes, les petites blessures du quotidien et toutes ces expériences qui finissent par façonner l'adulte qu'on devient. Alors dans cette série, c'est mon histoire avec les vêtements. Je vous raconte ce que j'ai vécu, ce que je me disais à l'époque, les mécanismes psychosociaux qui se jouaient sans même que je m'en rende compte, et surtout comment j'ai réussi à m'en sortir, à transformer ça et les leçons que j'en ai tirées aujourd'hui. Mon objectif, il est simple avec cette série, vous montrer que rien n'est figé. Que tout ce qu'on a vécu peut se comprendre, se dépasser, se transformer et que notre rapport aux vêtements et à nous-mêmes finalement peut devenir un espace de liberté. Et alors c'est aussi ma manière d'ouvrir la voie pour parler d'identité, d'image de soi, d'amour de soi, de confiance en soi, de rapport au corps et de toutes ces petites graines que l'on sème pour devenir la femme qu'on a toujours voulu être. Bienvenue dans l'épisode numéro 5, où cette fois je vais te parler du moment où j'ai commencé à travailler. Ok, on a bien vu dans les épisodes précédents vraiment le côté petite enfance, adolescente, étudiante, et là vraiment je commence à rentrer dans la vie active avec mon premier job. Donc j'ai été responsable marketing des Galeries Lafayette de Marseille, de Saint-Ferréol. Il y en avait 2. En y repensant, concrètement j'en avais très bien conscience, je dépensais énormément d'argent dans les vêtements. En fait, j'avais mon salaire et à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Donc concrètement, mon salaire était de l'argent de poche. De l'argent de poche que je dépensais franchement tous les midis, tous les week-ends dans des fringues. C'était vraiment la naissance de la fast fashion, donc Zara, H&M, tout ce qui était là-dedans, et j'achetais des fringues tout le temps. Mais en fait, sans me poser la question de ça me va pas, non, il fallait que j'achète des choses qui étaient à la mode. En fait, il fallait concrètement que je sois stylée. Il fallait que j'ai les bons vêtements. Il fallait que j'ai les dernières choses. C'est-à-dire que ça pouvait être la mode de telle couleur, il fallait que j'ai cette couleur. C'était la mode de tel type de chaussures, il fallait que j'ai ce type de chaussures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait que les gens pense de moi que j'étais une fille stylée, que je savais m'habiller, que j'étais à la mode. Pour moi, ça me donnait un certain statut. Ouais, c'était concrètement ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, je me dis blague, Caro, mais à l'époque, c'était vraiment ça. En plus, l'avantage, c'est que la fast fashion, ça coûtait pas cher. Je pouvais acheter beaucoup de vêtements sans que cela me restreigne sur mon budget. Je sais que je faisais des points parce que j'ai toujours tenu mes comptes, fille de maman comptable. Donc, j'ai toujours tenu mes comptes et je regardais, c'était des 500, 600 balles par mois qui partaient dans les vêtements. Alors aujourd'hui, ça me semble hallucinant et abusé de dépenser autant d'argent dans les vêtements, de mon point de vue, bien sûr. Mais là, je me disais, c'est quand même ouf. Le nombre de fringues que j'achetais. En fait, ma pause midi, parce que les Galeries Lafayette étaient en centre-ville, donc si tu connais Marseille, il y a la rue Saint-Ferréol et c'était vraiment la rue commerçante. Donc j'étais moi en plein centre-ville. Donc mes pauses déj, je mangeais dans mon bureau et ensuite je partais regarder ce qu'il y avait de nouveau dans les magasins. Qu'est-ce qui était nouveau ? C'était le début des blogueuses. À l'époque, on appelait ça blogueuse. Je crois pas j'ai même pas de souvenir de s'il y avait déjà Instagram ou pas. Franchement, je sais plus. C'était peut-être les débuts d'Instagram. Mais en tout cas, je continuais à acheter des magazines de mode et à regarder ce qui se faisait. C'est-à-dire, qu'il faut porter cet automne-hiver. Moi, il fallait que je porte ces trucs-là, quoi. Concrètement, c'était mon objectif de vie, quoi. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'à cette époque-là, c'est mon premier travail. Ok? Donc, j'ai été en alternance pendant 2 ans aux Galeries Lafayette. Et ensuite, ils m'ont proposé ce poste-là. Donc, j'étais la responsable marketing événementiel du magasin. Un poste de cadre. À 24-25 ans, avoir un poste comme ça, alors que tous les autres personnes qui étaient donc dans le comité de direction, étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils avaient 45, 50 ans. Moi, j'étais vraiment le bébé, quoi. Et j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur de devoir prouver, de devoir montrer que moi aussi, je vaux autant que vous, même si je suis plus jeune.
Donc, il y avait un peu cette espèce de, pas de compétition, mais juste de pouvoir montrer, j'ai envie d'être vue, j'ai envie qu'on me remarque. Pour moi, ça passait par les vêtements. Pour aller, c'était pas compenser la partie, c'est pas intellectuel que je veux dire, mais la partie dans le job, dans ce que je faisais, parce que je savais que j'étais compétente dans ce que je faisais, etc. Donc, il y avait pas de problème par rapport à ça. Mais c'était plus par rapport à ma posture, parce que j'avais une tête de jeune fille, quoi, comparée aux autres. Donc, pour être bien vue du directeur, bien vue de mes autres collègues, pouvoir poser mes positions, vraiment dire non, moi, j'ai besoin que tu fasses ça pour tel événement, fais ça pour tel événement. Donc, j'avais besoin d'avoir une posture dans mon style, quelque chose de beaucoup plus chic. Même si j'ai toujours aimé le style chic, là, je savais qu'il fallait que j'appuie encore plus. Et donc, c'est là où le noir est rentré dans ma vie. Il était déjà rentré dans ma vie avant, mais là, il s'instaurait vraiment pour ce rapport qu'on a. On le décryptera plus tard dans d'autres épisodes, mais le noir, ça fait chic. Donc, le noir, ça donne une certaine posture. Donc, le noir, ça va m'aider à être plus reconnue et à asseoir ma position. Franchement, c'était concrètement ça. Je me rappelle même que quand on avait les comités de direction, c'était le jour où il fallait que je donne tout, quoi. Genre, c'était robe, c'était talons, c'était bijoux, rouge à lèvres et tout. Comme si j'avais besoin de surdoser mon style pour dire, moi aussi, je suis cadre, ok? Donc, vous aussi, vous me respectez. En fait, le vêtement était vraiment là pour m'aider à appuyer ma position et imposer. Encore une fois, je mets des guillemets parce que je n'ai pas j'avais pas le retour des autres. Imposer mon statut à moi en tant que responsable marketing, quoi. Donc, il y avait beaucoup de noir, beaucoup de chic et beaucoup de vêtements pour aussi appuyer ce côté. Moi, je bosse dans la mode. Moi, je sais. Ça me fait, quand j'y repense, moi, je sais. Mais tu sais quoi, sérieux? Enfin, bref. Et en contrepartie, il y a aussi un autre truc que j'analyse aussi aujourd'hui, c'est que je revenais à Marseille. Donc, j'ai fait mes études à Nice, je suis allée à Paris, je suis redescendue à Marseille. Il fallait retisser un peu un réseau social, un lien social avec des gens. Et je me disais, si je suis stylée, les gens vont vouloir être amis avec moi. Si je suis tendance, les gens vont vouloir discuter avec moi parce qu'en fait, ça va attirer des gens, ça va, je sais pas. Il fallait que je sois bien habillée pour être dans les filles in de Marseille, dans les trucs in, dès que je sorte, que j'aille dans les restos, dans les trucs branchés, les trucs tendances, les trucs du moment. Mais concrètement, ça a toujours été un enfer pour moi. J'ai toujours senti ce décalage parce que je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'imposer par mon style vestimentaire, genre moi je suis comme ça et toi t'es rien. En fait, je m'en fous concrètement. Être habillée détente le week-end, je peux me balader dans la rue avec mes affaires d'équitation. En fait, je m'en fous concrètement d'avoir les cheveux attachés, un peu gras. Enfin bref, concrètement, ça c'est pas quelque chose qui m'a impacté. Par contre, j'avais cette espèce de truc de me dire, si t'es bien sapé, si t'es stylé, les gens ils vont vouloir être avec toi. Les gens ils veulent être avec les gens qui sont tendances, qui sont trendy, etc. Donc fallait que je sorte dans ces trucs, etc. Sauf qu'en fait je n'étais pas à l'aise du tout dans ces endroits. En fait j'ai toujours détesté les endroits in sous prétexte que si tu vas dans tel endroit ça va te donner tel statut social. Il faut que t'achètes tel sac. Enfin, c'était ça. Vraiment, j'étais dans ce moule qui revenait encore à moi de il faut que tu achètes tel sac parce que c'est le sac du moment. Il faut que tu aies telle voiture. Je n'avais pas les moyens pour machin. Et en fait, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que la première voiture que j'ai voulu m'acheter, c'était la Fiat 500. Parce que la Fiat 500, c'était la meuf stylée, voilà, la jeune cadre, etc., qui avait une Fiat 500. Je n'avais pas les moyens de m'acheter une Fiat 500, j'ai eu une Ford Ka. Il y avait un peu ce truc où, merde, putain, t'arrives pas à avoir la voiture qu'il faut. Mais j'étais vraiment là-dedans. Pour montrer que, je sais pas quoi, pour montrer que je suis in, que je suis machin, et donc si je suis ça, les gens vont plus m'aimer. Pourquoi je te dis ça? Parce que à cette époque-là, finalement, j'étais pas à l'aise là-dedans. Ça me mettait un stress de dingue. Parce que quand tu veux être tendance à la mode, ça te met quand même une pression de ouf de te dire, merde, le matin, tu t'habilles, tu regardes ta tenue. Est-ce que c'est in ou pas, là, encore? Est-ce que cette tenue, elle est encore dans le coup ou est-ce que ça fait has-been? Parce que c'est complètement terrible pour quelqu'un qui est à fond sur les tendances et la mode d'être considéré comme has-been.
J'étais stressée le matin dans ma tenue, dans ma façon de m'habiller, à me dire, est-ce que c'est assez trendy? Est-ce que c'est assez mode? Est-ce que les gens vont bien voir que quand j'arrive, ils vont se dire, ah ouais, Caro, laisse tomber, la meuf, elle est trop là, quoi. C'était vraiment ça. Ça me mettait un stress et c'est pour ça que je rachetais tout le temps. Je rachetais tout le temps des vêtements parce qu'il fallait que je sois tout le temps dans le coup. Fallait toujours que j'ai un coup d'avance. En fait, c'était ça, un coup d'avance. Et pour moi, à cette époque-là, le vêtement me permettait d'avoir un sentiment d'appartenance à une espèce d'élite, une espèce de peut-être branchouille, d'une branchitude il faut que je sois. En fait, il faut que je sois comme ça. Les vêtements, des fois me plaisaient, des fois me plaisaient moins, mais il y avait même plus le. Non, en fait, je mens. Il y avait même pas ce truc j'ai jamais aimé le rose, ok. Donc c'est vraiment se dire, s'il y avait un truc qui était rose, j'aimais pas pour la couleur. Quand je voyais le vêtement, je voyais le truc tendance, je voyais le statut que ça allait mettre. Donc je m'habillais pour avoir un statut de cadre, pour avoir un statut de respect, pour avoir un statut de fille comme ci, comme ça, etc. Mais j'étais tellement mal à l'aise dans ce truc. En fait, c'est pas moi. Aujourd'hui, si maintenant j'analyse ça de mon côté grande sage, adulte de 37 ans, je me dis, on avait encore une fois ces mécanismes psycho de pas de confiance, pas d'estime. Donc, je me cachais derrière quelque chose pour montrer un truc. C'est très fort, ce besoin d'appartenance. Et donc, ce besoin d'appartenance, c'était si j'ai les bonnes fringues, les bons trucs, tendances, je vais avoir ce sentiment d'appartenance à un peu une élite, un peu un statut social. Les vêtements vont me donner un statut social que j'arrive pas à avoir parce qu'en fait, j'assume pas juste qui je suis et que les vêtements vont me permettre de me doper un peu, en fait. J'avais aussi un grand besoin de validation externe. Je commençais à bosser, j'étais dans une nouvelle ville, pas une énorme estime de moi à ce moment-là parce que tu démarres un job et que tu as 24 ans et que tu es cadre et que enfin bref, beaucoup de responsabilités à gérer et en fait, j'avais besoin d'être validée extérieurement et le vêtement me permettait d'être validé extérieurement. Donc j'appliquais les codes qui me permettaient de faire genre parce que complètement c'est ça dopait pas du tout mon estime hein. C'était juste du maquillage, on peut dire, ça me permettait de valider extérieurement ouais, genre Caro, elle est comme ça. Syndrome de l'imposteur, ça j'en ai parlé aussi, vraiment. Genre, je suis qui, moi, pour être cadre à 24 ans, alors que j'avais fait les études pour, alors c'est ce qu'on nous avait toujours dit, si vous faites tel parcours, vous aurez tel job et tel machin, mais ça n'empêche que quand t'arrives et que t'as 24 balais et que tous tes collègues, ils ont 45, 50 ans, bah, t'as pas une confiance de ouf en toi, quoi. Faut arrêter comme si on avait le tatouage de, ça y est, t'as ton diplôme, t'as ton premier taf, tu vas avoir confiance en toi. C'est complètement faux. Et donc, je naviguais dans ça en étant un peu genre, sorry, je m'excuse d'être là, mais je fais genre par les vêtements. Et ce que j'observe aussi vraiment, c'est qu'en fait, j'étais un peu dans une compensation identitaire. C'est-à-dire qu'en fait, je savais pas vraiment qui j'étais. Enfin, je savais pas comment me placer. C'est un peu le truc des chaises musicales, là. T'as plein de positions, tu sais pas trop où te mettre. Donc, tu prends un peu de ça, un peu de marque, un peu de noir, un peu de chic, un peu de machin. T'essayes de compenser le fait qu'en fait, t'as juste pas confiance en toi encore et qu'en fait, c'est un process qui est complètement normal. Et je me dis aujourd'hui avec le recul, plutôt que d'avoir fait ça avec les vêtements, j'aurais dû faire ça avec des activités, des coachings, des choses autour qui m'auraient dopé ma confiance en fait. Pour me dire, c'est pas le vêtement qui te définit. Finalement, d'acheter toutes ces fringues, ça me donnait des mini-shoots d'estime de moi. Sauf qu'en fait, j'étais toujours dans ce stress de est-ce que ça, c'est encore à la mode? Est-ce que ça, c'est has-been? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Finalement, j'étais vraiment dans cette espèce de mécanique de je consomme pour consommer, pour me donner un statut. Et pas j'achète des vêtements qui me vont, qui me permettent d'être vraiment moi et d'assumer qui je suis. Surtout pas. Il fallait surtout pas à ce moment-là assumer qui était Caroline. Hors de question. Il fallait rester dans les clous, comme on m'avait toujours appris à l'école, etc. Tu restes là et tu ne sors surtout pas du chemin qui est tracé pour toi. Si je dois un peu analyser les comportements que j'ai eus et comment j'ai réussi à m'en sortir, et pour toi aussi, en fait, si tu te rends compte que tu as ces comportements-là, comment tu peux t'en sortir? J'ai vraiment réalisé que le vêtement, tendance ou à la mode, ne va pas combler mon manque de confiance en moi. Franchement, ça va pas le faire.
Je peux avoir une tenue ultra stylée, mais être complètement stressée et mal, et ça va pas me doper mon estime quand je vais rencontrer d'autres personnes. Ça, vraiment, je m'en suis rendu compte. Et ce qui est assez ouf, c'est que aujourd'hui, finalement, je fuis les marques. Je fuis les marques ostentatoires. Je fuis les marques tendance. Parce qu'en fait, j'ai vraiment associé ça pour moi à quand tu as besoin d'avoir de la marque, de montrer de la marque, d'être ultra tendance dans ton style, c'est que derrière, t'as pas du tout confiance en toi parce que tu te caches derrière les vêtements. Et donc aujourd'hui, quand je rencontre des personnes qui ont, alors pas un style marqué, je dis vraiment qui sont dans les codes des trucs tendances du moment. Hein. On est d'accord que les tendances, elles changent tous les 6 mois. Donc en fait, c'est des gens où d'un coup, c'est la mode de telle paire de baskets et tout le monde les a au pied. Tu fais ça, c'est que tu combles un manque de confiance en toi. C'est-à-dire que t'as pas assez confiance en toi pour acheter la paire de baskets que tu veux. Tu prends la paire de baskets qui est tendance pour que ça te permette d'avoir un statut social, que les autres te voient en mode, enfin que les autres qui sont dans le même schéma, hein, parce que concrètement, moi, quand je vois des filles avec toutes les mêmes paires de baskets dans la rue, je me dis sérieux, un peu d'originalité. On se cache derrière un vêtement qu'on pense qui va nous donner un statut, qui va nous donner de l'estime, mais en fait, pas du tout. Il te rend pas service quand t'es tendance. T'as cette espèce de stress de, il faut toujours que tu sois dans la tendance. Sauf que les tendances, elles changent tous les 6 mois. Que quand tu vas chez Zara ou même maintenant aujourd'hui des marques comme Cézanne, etc., qui changent les collections presque tous les 2 mois, stressé le matin quand tu t'habilles à te dire, merde, est-ce que ça va toujours me donner le statut que j'ai envie d'avoir? On peut pas changer tout le temps. J'aime bien faire l'analogie avec les restos. Pour moi, quelqu'un d'ultra tendance, d'ultra mode, c'est pas quelqu'un qui est authentique. Parce qu'en fait, c'est une personne qui se cache derrière du maquillage, derrière des vêtements et qui n'ose pas mettre en avant sa personnalité. OK ? Et donc, finalement, ça va être le resto trendy, le resto branché, où tout le monde se retrouve, où tout le monde se check de haut en bas, genre en mode, ah ouais, putain, elle a mis ses baskets. Ah non, mais elle a mis cette robe, mais c'est tellement plus dans la tendance, machin, mais quel enfer. Alors qu'en fait, à l'inverse, tu vas dans le resto du quartier, tu vas dans le PMU du village, et même tu vas dans un resto étoilé. Et c'est là où j'aime bien faire vraiment le pont entre les deux. Dans un resto étoilé, on s'en fout des marques que tu portes. On veut juste que tu sois élégant parce qu'on te demande d'être élégant. Donc, tu peux être élégant avec tes fringues Kiabi, tu peux être élégant avec tes fringues Hermès. On s'en fout, on n'est pas là pour la marque. Tous les gens sont logés à la même enseigne. Moi, c'est ça, l'authenticité, c'est vraiment le lieu où tu vas et où tu te sens toi. Tu peux te sentir toi, pas jugé, parce qu'en fait, les gens ne sont pas là pour juger la façon dont tu es habillé. Ils sont juste là pour discuter avec toi, partager un truc avec toi. Donc, essaye vraiment de te rappeler ça, que si tu es un peu dans cette tendance à rechercher la mode, le truc in, etc., est-ce que ça cache pas finalement en toi un manque de confiance et d'estime et tu as besoin d'avoir une validation extérieure des autres? Parce que concrètement, moi, c'est ce que j'ai eu. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir. Donc aujourd'hui, je n'achète plus de marques qui sont tendances. C'est-à-dire que j'aimais énormément la marque Céline. Et je me disais, un jour, j'aimerais pour mes 40 ans avoir le sac Céline ou avoir ça. Mais aujourd'hui, le problème des marques de luxe, c'est qu'en fait, elles créent des produits, des lunettes de soleil, des sacs à main moins chers, des choses comme ça, pour toucher le max de gens. Mais en fait, quand dans la rue, je vois toutes les filles avec les mêmes lunettes de soleil, je ne veux surtout pas être comme elles. C'est que maintenant, c'est devenu peut-être un biais chelou. Un biais chelou de je veux surtout pas qu'on m'associe à la fille genre in. Mais parce que non, je veux pas que le vêtement, que la marque, en fait, je ne veux pas que la marque définisse qui je suis. Moi, je suis comme ça. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est aller chercher le petit créateur, la marque qu'on connaît pas, ou avoir des vêtements qui ont une super qualité. Et je t'en parlerai dans l'épisode d'après, justement. C'est pour ça que j'ai lancé ma marque de prêt-à-porter Atod. Mais je préfère avoir des vêtements de bonne qualité qui me vont dans les couleurs que je veux parce que c'est vraiment moi, en fait. Et j'ai pas envie que les gens puissent me juger sur des marques ou sur un style de vêtement en particulier qui est le style du moment. Vraiment pas. Parce que sinon, ça te réduit à un vêtement. Tu vois, même si tu regardes la mode au global, je suis tellement admirative des créateurs de marques qui ont leur propre style, en fait.
qui ont leur propre façon d'exprimer comment ils voient la femme. Et je trouve ça dingue. Et ce que je trouve un peu terrible et un peu dommage, c'est que finalement, ces marques-là, à force d'être dans un environnement où il faut vendre des fringues et faire du chiffre, etc., elles retombent dans ce côté très bling bling, très marque écrit en gros, etc. Et ça, c'est ce que je trouve dommage. Mais pour moi, le créateur qui va faire son propre style, oser faire les propres choses, mais je trouve ça juste incroyable. Et ça, vraiment, je vais te faire un épisode là-dessus, expliquer vraiment les dessous de la mode et comment se créent les tendances. Parce que j'ai été dans ce game quand j'ai lancé ma marque. Si tu veux, ce que tu vois dans les magasins, c'est juste des cabinets de tendance qui, 2 ans, 3 ans avant, vont dire aux marques ça va être la mode de telle couleur, de tel imprimé, de tel type de basket, de tel truc, de ci, de ça, de ci, de ça, de ci. Et c'est pour ça que quand tu vas en magasin, c'est les mêmes couleurs partout, c'est les mêmes motifs partout et c'est les mêmes machins. C'est parce qu'en fait, tu as en amont des cabinets de tendance qui disent aux marques, si tu veux vendre à la masse, voilà ce qu'il faut faire. Bref, je ferme la parenthèse parce que ce sera un nouvel épisode. Si d'ici là, je l'ai tourné, je le mettrai dans la légende, dans les commentaires. Donc, je terminerai cet épisode en te disant, cette phase de vie, pour moi, elle a été un peu le moment où, d'un coup, j'ai commencé à prendre conscience que j'en avais marre de m'habiller pour les autres et pour qu'ils valident je ne sais quoi. Et tu vas voir, dans le prochain épisode, je vais vraiment t'expliquer comment j'en suis venue à créer ma marque de prêt-à-porter. Alors, bien sûr, ça n'a pas été facile. Bien sûr, quand tu veux imposer toi un style et que ça ne plaît pas aux gens, Cimer, la confiance en toi et l'estime que tu te prends tout ça dans la tête. Ça sera dans le sujet d'après. Mais en tout cas, ce que je voulais te dire et te permettre de réfléchir, c'est aujourd'hui, quand tu t'habilles ou quand tu achètes un vêtement, est-ce que tu l'achètes pour toi ou est-ce que tu l'achètes pour valider quelque chose? Est-ce que si demain, on te proposait 2 sacs ou 2 pulls ou bref, 2 je ne sais quoi, un avec 0 marque et l'autre avec une marque écrite en gros, lequel tu prendrais? Produit équivalent, matière de ouf, etc. Lequel tu prendrais? Ça, je pense que c'est un test très important qui permet un peu de te positionner. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me partager tes retours, à me donner ton avis sur cet épisode. Si toi aussi, tu te retrouves un peu dans ce schéma-là, si tu es encore dedans aujourd'hui, t'inquiète pas, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment qu'on arrive à déconstruire un petit peu tous les schémas qu'on s'est mis en place pour vraiment accepter qui on est, avoir confiance en nous, gagner en estime, en amour de soi grâce aux vêtements et grâce à d'autres pratiques. Je te dis merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.